Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs petites choses de l'actualité, vu que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc il s'est passé pas mal de choses. En premier lieu, je voudrais vous parler de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il se trouve que c'est ce que je voulais faire depuis hier, et depuis hier, il s'est passé un événement quand même non négligeable. Il se trouve que dans une petite ville du Wisconsin, il y a eu hier malheureusement encore un drame. C'est-à-dire un policier a tiré sur un Afro-Américain alors que celui-ci refusait d'obtempérer. Et certainement que le policier, lorsque cet individu a voulu rentrer dans son véhicule, le policier a eu peur que dans son véhicule, il récupère une arme et s'en serve contre ces policiers. Et donc il a malheureusement tiré. Mais tiré de façon très clairement pas mesuré, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir, je dirais, une sorte de demi-mesure ou de raison gardée, le policier, eh bien, s'est certainement laissé aller à ses pulsions de peur, de crainte, et a tiré quasiment à bout portant sur l'homme. Bon, malheureusement, l'homme a été intégré à l'hôpital et il est décédé. Et évidemment, eh bien, la logique veut que dans cette situation dans laquelle nous sommes actuellement aux États-Unis, eh bien, des manifestations ont été organisées dès le soir même, qui ont malheureusement très mal tourné et ont poussé l'administration de la ville de promulguer le couvre-feu. Et on peut s'attendre que cet événement vienne se rajouter évidemment au phénomène BLM, ce fameux phénomène BLM qui lui continue dans un certain nombre de villes, plus particulièrement sur la côte ouest, sur les villes de Oakland et Portland, où la situation devient eh bien, extrêmement sensible, à tel point qu'il y a eu des confrontations récemment entre on va dire des pro-Trump et des antifas. Il se trouve que les antifas ont voulu en découdre et malheureusement ils sont tombés sur des individus, des personnes qui, eh bien, elles aussi, n'étaient pas disposées à se laisser faire. Et donc ça s'est pas enfin, il y a eu quelques petites bastons si vous voulez, mais on était au bord, en effet, on est au bord de quelque chose qui aurait pu finir en insurrection totale, mais sauf que il se trouve qu'en effet, les antifas se sont rendus compte qu'en face, ils avaient de quoi répondre, et donc ils n'ont pas insisté, on va dire, sur la chose. Donc ici aux États-Unis, la situation est toujours aussi tendue, est toujours aussi fracturée dans la société américaine. Il suffit de voir aujourd'hui cette fameuse convention démocrate, comment elle s'est déroulée. On peut dire que ça a été une catastrophe. C'est une catastrophe dans le sens où en matière de communication, les discours sont d'une complaisance absolue, c'est limite des discours où on prend vraiment les Américains pour des gamins, pour des imbéciles, pour des débiles. Aucun projet, rien, aucun programme, aucune ambition, tout tourne autour de Donald Trump. Tout est toujours tourné vers Donald Trump. Il faut retirer Donald Trump, il faut éliminer Donald Trump, il faut faire en sorte, il faut voter. Le seul à la rigueur qui, lors de la convention américaine, a eu quand même un discours avec, on va dire, quelques sous-entendus quand même qui démontrent bien qu'il est peut-être le seul aujourd'hui à comprendre que la situation peut très très vite dégénérer et peut très vite déraper et pas forcément à leur avantage. Quand je dis à leur avantage, c'est à l'avantage des démocrates. C'est évidemment Barack Obama. Barack Obama qui a fait un discours avec un certain nombre de sous-entendus, évidemment un discours très consensuel, très complaisant, comme il a l'art et la manière de le faire, même quand il était président des États-Unis, mais dans lequel de temps en temps il tire quand même un certain nombre de sonnettes d'alarme, ou quand il met quand même un certain point à bien insister sur un certain nombre de mots qui ont tout leur sens dans la façon de bien dire attention, même si nous sommes d'accord que Donald Trump n'est pas un bon président, ça ne veut pas dire que ça va nous permettre de nous donner un tremplin pour prendre le pouvoir à la Maison-Blanche, que rien n'est gagné, qu'aujourd'hui on est dans une situation où certains choix politiques, ou certaines orientations en matière de communication, ou certaines stratégies développées pour soi-disant servir l'intérêt des démocrates sont
sont en train d'en fait se retourner contre les démocrates. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, on se retrouve dans la situation où il est très difficile de savoir, de faire ressortir une sorte d'opinion, même par l'intermédiaire de sondages, au niveau de la population américaine, tout simplement parce qu'il y a une telle vendetta qui a été lancée par les ultra-gauches et les progressistes radicaux, comme on pourrait les qualifier, qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Américains qui n'osent même plus s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils n'osent même plus dire ce qu'ils pensent, et de ce fait, eh bien, au niveau des sondages, on est complètement faussé. Il faut savoir que Donald Trump, de toute façon, va jouer des cartes majeures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre, et la preuve en est, c'est que hier, il a signé, ou à moins que ça soit avant-hier, il a signé 4 ordres exécutifs. Alors 4 ordres exécutifs, parce que j'ai vu parfois des gens me poser la question sur Twitter. Il faut savoir qu'un ordre exécutif, c'est un pouvoir qui est donné au président des États-Unis de donner une sorte de loi, on va dire, une sorte de décret qui n'est pas obligé de passer par le Parlement. C'est-à-dire que ces ordres sont applicables des signatures du président des États-Unis. Alors après, évidemment, ça pose en effet derrière peut-être des problèmes d'infrastructure, d'adaptabilité, de logistique, etc., administrative. Donc il y a des fois certains décrets qui ont du mal à trouver leur place et à s'imposer en tant que tels, sauf que ces 4 ordres qu'il a signés, non des moindres, c'est qu'il a tout simplement donné je dirais une sorte de décret qui va obliger les laboratoires pharmaceutiques de réaligner les prix sur les prix moyens qui sont effectués dans le marché international. C'est-à-dire que malheureusement aux États-Unis, vous avez certains laboratoires qui, parce qu'ils savent pertinemment que les Américains ne sont pas globalement en très bonne santé et que c'est évidemment des marchés considérables, on se souvient de cette légende qui consiste à dire que pour le marché aujourd'hui de la santé, pour toutes les sociétés privées et commerciales de la santé, eh bien ils ont plus d'intérêt d'avoir des gens malades que de guérir les gens, qu'on soit bien clair. Je pense qu'on a tous connu cette légende aussi de médecins qui, pour s'assurer que des patients reviennent les voir et payent 2 fois une consultation, eh bien leur filent parfois des médicaments qui ne les soignent pas mais stabilisent en fait leur pathologie, pour comme ça s'assurer que le patient va revenir une 2e fois pour dire ça va un peu mieux mais je suis pas guéri, je vais vous donner quelque chose de plus fort, etc. Enfin vous voyez, c'est un peu, je suis pas médecin mais je veux pas être totalement critique sur la chose, mais je pense qu'on est tous au courant et on est tous conscients, je l'espère, qu'aujourd'hui la santé, ce sont aussi des bénéfices et aussi du chiffre d'affaires pour un grand nombre d'entreprises. Donc évidemment aux États-Unis, déjà on avait appris que Gilead avait fixé le prix à, je crois, je ne sais plus combien, 2150 $, la boîte, enfin le traitement de Remdesivir, mais qu'ils avaient bien spécifié que les Américains paieraient plus cher parce qu'ils payent des sociétés privées qui ont du pognon. Donc, avec cette loi, finalement, Gilead sera obligé de vendre son Remdesivir au même prix que n'importe qui, n'importe où. Ça va aussi obliger dans le marché concurrentiel, puisqu'il faut savoir que vous avez beaucoup de médicaments génériques qui sont vendus aux États-Unis et qui sont évidemment beaucoup moins chers que les produits phares, les produits de première ligne, on va dire, sur le marché commercial. Donc ça veut dire que les marchés, les grandes entreprises, les grands laboratoires pharmaceutiques vont être obligés à un moment donné de baisser les prix de leurs médicaments. Alors vous imaginez bien évidemment que ce genre de décision de Donald Trump, beaucoup de gens évidemment le disent, oui mais alors qu'il s'enorgueillisse de faire ce que 8 ans de Obama n'a pas fait dans ce domaine pour permettre aux Américains d'éviter d'être spoliés par le système de santé américain. Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt et pourquoi il le fait maintenant? Évidemment, il le fait maintenant, c'est tout simplement par électoralisme, par clientélisme. D'autant plus que ces 4 ordres exécutifs, si Joe Biden est élu président,
sinon ça va être difficile de les annuler, parce que s'ils les annulent, ça risquerait forcément de donner un signe à ceux qui croient en la bonté du bonhomme, que finalement, il sert les intérêts de l'ultralibéralisme et non pas les intérêts des Américains. Donc voilà, c'est quand même un gros coup de poing que vient de donner Donald Trump dans la campagne, qui va certainement lui faire gagner un certain nombre de points. Ceci dit, beaucoup d'instituts de sondage continuent évidemment à mettre Joe Biden en tête, mais très clairement à une très faible différence, c'est-à-dire que ce n'est pas une avance très considérable. Semblerait évidemment que l'effet Kamala Harris ait joué dans cette préservation, on va dire, de la pole position dans les sondages de Joe Biden, mais encore une fois, et là je reviens à ce que disait Obama dans son discours, c'est rien n'est joué, c'est-à-dire que la possibilité que Donald Trump soit réélu est encore possible. Elle est encore plus possible lorsqu'on voit aujourd'hui la déliquescence qui a été provoquée pas seulement par les BLM, mais par un ensemble de décisions, un ensemble de stratégies qui ont été mis en place par les défenseurs, par ceux qui sont les financements du Parti démocrate. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, on les retrouve en tant que philanthropes par des fondations philanthropiques qui financent en partie les BLM. Mais le fait est, c'est qu'évidemment, tout le phénomène qui a suivi les BLM ont considérablement affaibli les chances des démocrates de s'octroyer, on va dire, une sorte de confortabilité dans l'élection présidentielle, et que, en effet, rien n'est joué, que tout est encore à faire. Le seul problème, encore une fois de plus, c'est qu'on est en face de gens qui sont complètement en décalage avec les réalités, qui sont en décalage avec la société même américaine. Et de ce fait, on le voit parfaitement avec les discours qu'un certain nombre de ténors démocrates ont tenus pendant cette convention, c'est qu'on est vraiment en face de gens qui sont en complet décalage avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société américaine. Le fait est, par exemple, c'est que cette volonté qu'ils ont de absolument tout mettre sur le dos de Trump leur fait perdre parfois la notion des conséquences économiques. Parce que de toute évidence, tous ces ténors sont conscients que la situation économique du pays n'est pas au mieux, mais on a l'impression qu'en fait ils sont en complet décalage avec évidemment ce conflit qu'il y a aujourd'hui avec la Chine. La Chine qui de toute façon est très clairement décidée à piquer le monopole, à piquer la première place de puissance économique aux États-Unis, et il y a une réelle volonté aussi d'affaiblir les États-Unis par le dollar, la dédollarisation, même si pour l'instant certains considèrent qu'elle reste assez marginale, elle n'est pas moins existante, c'est-à-dire cette volonté aujourd'hui d'un certain nombre de pays de se désengager de l'usage du dollar en tant que monnaie d'échanges internationaux, en tant que monnaie de transactions commerciales, qui plus est, plus particulièrement évidemment entre la Chine qui possède l'Yuan, et qui l'Yuan est aujourd'hui une monnaie, fait partie du panier international, mais aujourd'hui, les échanges internationaux aujourd'hui s'opèrent toujours en dollars, soit en euros ou un peu encore en livres sterling, mais aujourd'hui c'est toujours le dollar qui reste relativement d'usage, on va dire, en général dans les transactions internationales. Et donc les démocrates, on a l'impression qu'en fait ils essayent tout simplement de faire culpabiliser les gens de devoir voter, et de voter pour Biden. Limite même, on sous-entend, même si vous ne votez pas pour Biden, votez contre Trump. Vous voyez, on est vraiment dans une certaine forme d'hypocrisie, mais une hypocrisie qui, peut-être chez certains progressistes convaincus, marcherait très bien, et ça d'ailleurs on le voit bien dans certains discours. Moi je connais certaines personnes qui sont des progressistes, mais qui sont des progressistes, ce que j'appellerais des faux progressistes, c'est-à-dire qu'ils sont des progressistes parce qu'ils sont convaincus que c'est le parti du bien, mais quand on essaie d'aborder avec eux des sujets, comme d'ailleurs récemment
Il y en a une qui m'a sorti un argument disant oui, tu te rends compte que Donald Trump il a détruit l'Obamacare c'était génial, c'était un super truc, etc. Et à un moment je lui dis excuse-moi, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'Obamacare? L'Obamacare c'est en fait ce qui est permis des Américains d'avoir une assurance santé. Et je dis, mais c'est plus que ça. Et là je me suis rendu compte qu'en fait la personne ne savait pas du tout. Incapable de m'expliquer en fait ce que c'était que l'Obamacare, même comment ça fonctionnait, dans quel but, etc. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi une vidéo sur laquelle j'ai expliqué ce que c'était que l'Obamacare. L'Obamacare est en fait à l'origine un projet républicain. Et ce projet républicain consistait tout simplement à aider les copains des grandes entreprises d'assurance santé de faire le ménage sur le marché, c'est-à-dire de leur permettre de tout simplement reconquérir, c'est-à-dire de s'octroyer en fait plus de parts de marché en tuant les petites sociétés par l'intermédiaire justement de ce projet qui consistait à développer ou à obliger les sociétés d'assurance santé privée de développer des contrats low cost, ce que j'appelle des contrats low cost, pour permettre à des Américains, alors l'argument est évidemment très solidaire, de l'argument de solidarité qui jouait en cette faveur, c'était tout simplement de pouvoir permettre aux 47 millions, 54 millions, je ne me souviens plus exactement du chiffre, parce que je fais toujours une confusion entre le nombre d'Américains qui sont bénéficiaires des food stamps et le nombre d'Américains qui étaient sans assurance santé, mais au bas de mots, il y avait plus de 45 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé, et justement de pouvoir permettre plus grand nombre d'entre eux de pouvoir retrouver une assurance santé, mais à des prix qui puissent être adaptés, je dirais, à leurs revenus. Donc à l'origine, c'était un projet républicain qui a avorté, et Obama en fait a récupéré ce projet et en a fait un de ses programmes phares, etc. Alors qu'en réalité, quand l'Obamacare a enfin finalement été voté et a été mis en place, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises en effet offraient des contrats low cost, et que très souvent c'était des entreprises de premier plan, c'est-à-dire les grosses entreprises, mais souvent que les contrats c'était des contrats low cost, c'est-à-dire qu'en fait c'était pas cher, mais pour le pas cher vous aviez le minimum de services de couverture au niveau des assurances santé. Moi personnellement j'avais regardé, parce qu'à l'époque j'étais encore sur l'assurance santé de ma femme, et peut-être intéressant de regarder, savoir s'il y avait peut-être une assurance santé moins chère avec l'équivalent en prestations. Bon, évidemment, c'était croire au Père Noël. Je peux même vous dire qu'il y avait une assurance santé qui offrait, je crois, un abonnement, enfin un paiement mensuel de 150 $. Alors 150 $, ça reste raisonnable, on va dire. Mais pour 150 $, en fait, vous aviez une franchise à partir de 7 000 $ de frais. C'est-à-dire qu'en fait, tous vos soins de santé, que ce soit les consultations, les spécialistes, les laboratoires, etc., c'est en dessous de 7 000 $, donc vous n'êtes pas remboursé, c'est pour votre poche. Alors, par contre, si vous êtes hospitalisé, un truc comme ça, là, à partir du moment où vous êtes hospitalisé, ça commence à grimper, donc là, vous étiez couvert, mais tout ce qui est frais de santé courants, on va dire, c'était pour votre poche. Voilà. Et ça vous coûtait 150 $ par mois. Sans compter que pour les fumeurs aux États-Unis, vous avez un malus. Quasiment toutes les sociétés aujourd'hui font le malus pour les gens qui fument. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens, parmi les 45 millions d'Américains qui n'avaient plus d'assurance santé, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont été radiés de leur assurance santé parce qu'ils n'avaient pas déclaré qu'ils étaient fumeurs, pour justement éviter de devoir payer le malus. Le malus, suivant les compagnies, c'est entre 200 et 400 $ par mois. Donc, quand vous faites le calcul, si vous avez une option à 200 ou 250 $ par mois, plus 400 $, etc., si vous gagnez 800 $ par mois avec votre boulot à temps partiel, payé une misère, vous comprenez pourquoi les Américains, un certain nombre d'Américains ne peuvent pas se permettre de se payer une assurance santé et non pas l'assurance santé. Bon, ceci dit,
avec le temps, le démarrage de l'Obamacare a été très difficile, on va dire. Je crois qu'ils ont réussi quand même à faire revenir 18 ou 19 millions d'Américains qui ont réussi à avoir une assurance santé grâce à l'Obamacare. Mais évidemment, on est très loin. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre réel qui a pu être obtenu avant la réforme sur l'Obamacare, mais on était très loin d'arriver à la moitié même du nombre d'Américains qui auraient pu revenir sur le régime de santé privé. Donc voilà, c'est ce petit exemple, c'était un petit rappel comme ça pour ceux qui croient que l'Obamacare était un truc super bien, alors qu'en réalité non, c'était un système qui en fait a permis à des grandes entreprises d'engendrer plus de chiffre d'affaires parce que évidemment les petites entreprises, les petites sociétés d'assurance santé privée n'ont pas pu offrir ce type de contrat parce que c'était à perte. Donc finalement, il y en a pas mal qui ont été obligés de licencier, de fermer des hôpitaux, voire même il y en a qui ont fait faillite. Mais je peux vous dire qu'elles ont fait faillite, mais elles ont été rachetées par les grosses. Donc les grosses ont gagné beaucoup d'argent puisqu'elles ont étendu leur champ, on va dire, commercial. Pour vous donner un exemple, ici, il y a en Caroline du Nord, vous avez une société d'assurance privée, alors je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne vais pas leur faire de la pub, qui normalement opérait sur les deux États, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Et puis est arrivé l'Obamacare, et comme par enchantement, il s'est trouvé que cette société s'est donné tout d'un coup l'idée hasardeuse, par coïncidence, de changer de nom, parce que ça lui permettait de mieux s'étendre, c'est-à-dire de pouvoir racheter d'autres compagnies d'assurance santé dans d'autres États. Comme quoi, vous voyez, l'Obamacare a quand même eu cette utilité de permettre à cette entreprise de se développer. Et pour vous dire une petite anecdote intéressante qui peut être pour vous, c'est que cette compagnie d'assurance santé aujourd'hui a des bureaux en Europe, y compris en France. Je crois qu'en France, ils ont 3 bureaux, je crois, un à Paris, un à Nîmes ou Nice, et puis un autre à... Non, je crois que c'est Aix-en-Provence. Enfin bref, ils ont des bureaux en France, donc c'est-à-dire que si des Français veulent s'assurer auprès d'une assurance santé privée, eh bien, cette assurance santé américaine existe en France, elle a des bureaux, vous pouvez... je ne vais pas revenir sur cette histoire de monopole de l'assurance santé française, enfin de la sécurité sociale, que depuis 92, le Maastricht, etc. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance santé, c'est un marché colossal aux États-Unis, et ça va le devenir aussi en Europe, et plus particulièrement en France, parce que, qu'on soit bien clair, il y a une volonté aujourd'hui politique en France de détruire l'assurance santé par répartition, c'est-à-dire la sécurité sociale, le régime de santé générale, pour ensuite balancer en fait sur le marché privé. Pareil, j'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est pour vous dire... donc je parlais de l'Obamacare, des conséquences de l'Obamacare. Donc vous avez la perception de l'Obamacare auprès d'un certain nombre de gens comme un truc formidable, etc. Alors qu'en réalité, c'est une arnaque, purement et simplement. C'est-à-dire qu'on s'est servi de l'argument du nombre d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé pour en fait développer une loi qui a obligé des entreprises à créer des low-cost, alors qu'elles n'en avaient pas les structures, ni les moyens, ni les financements, ni les capacités financières de le faire. Pour ce faire, ensuite racheté par les grosses compagnies. Ce qu'on appelle politique vorace, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que les Américains, finalement, ne maîtrisent pas, absolument pas, en matière de politique. Je peux vous dire qu'il y a très peu d'Américains qui sont capables de vous expliquer quel a été le programme d'Obama pendant 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait. Même Donald Trump, aujourd'hui, Donald Trump, de toute façon, c'est le diable, donc tout ce qu'il fait est forcément mal. C'est-à-dire qu'on ne lui reconnaît pas d'avoir fait des choses quand même utiles, des choses intéressantes,
il en a fait quelques-unes, qu'on soit bien clair. Je veux dire, aujourd'hui, la guerre qu'il mène contre la Chine, c'est bien une guerre de survie pour l'économie américaine, qu'on soit bien clair. Mais ça, évidemment, en face, les progressistes, les démocrates ne veulent pas admettre cette idée que si on laisse la Chine continuer à grappiller comme ça du marché, d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a encore des productions aux États-Unis, mais c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que c'est des productions artisanales ou des productions de qualité, mais donc c'est très très cher. Donc le commun des mortels n'a pas les moyens de se payer. Moi, je m'étais renseigné une fois pour un ami de regarder des chapeaux de cow-boys américains. Je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, si ce n'est par Internet, des sociétés américaines qui vendaient des produits fabriqués aux États-Unis. Bon, sauf que le problème, c'est que les prix, vous pouvez multiplier le prix par 3 ou par 4 de ce que vous pouvez trouver sur Amazon, mais fabriqués au Bangladesh, au Pakistan, en Chine, etc. Donc, voilà, le problème du mondialisme, c'est ça. Et je rappelle que les démocrates, ce sont des ultralibéraux mondialistes, à l'inverse des conservateurs, qui sont des libéraux, mais plutôt conservateurs, comme ça indique, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt pour défendre les intérêts de la nation américaine, des intérêts économiques et financiers des entreprises américaines au détriment des entreprises étrangères. Je veux dire, aujourd'hui, c'est voilà la différence de dogme. Alors, je simplifie, évidemment, que personne vienne me dire oui mais non, c'est plus compliqué que ça, etc. Non, là je simplifie la chose. Évidemment que les choses sont beaucoup plus complexes, suivant les conflits d'intérêts aussi, puisque chez les républicains, vous avez des gens qui ont tout intérêt à développer le mondialisme, parce que eux, c'est leur fonds de commerce aussi. Comme vous avez aussi des démocrates qui, eux, ont tout intérêt à imposer des marques ou des labels américains, parce que ils ont leur bille aussi. Je parle par exemple de Sanders, Bernie Sanders, qui a été souvent présenté comme un socialiste, voire limite un communiste social-démocrate avec des idées très sociales, très de gauche, etc. Pourtant, beaucoup de gens ne savent pas que lorsqu'il y a eu la fameuse affaire, les fameuses manifestations dans le Dakota du Nord, vous savez, ces Indiens qui voulaient défendre leurs terres contre l'implantation du pipeline, parce qu'ils considéraient qu'un pipeline pouvait, à un moment donné, par accident, polluer leurs rivières, etc. Il faut savoir que Bernie Sanders a financé, a donné des dons à ces natives pour les aider à manifester contre l'installation de ce pipeline. Bon, il ne l'a pas fait par bonté d'âme, en fait. Il l'a fait parce qu'il a des parts dans une société de transport ferroviaire, et qu'évidemment, si ce pipeline devait être ouvert, il perdait de l'argent parce que le pétrole ne serait plus transporté par train, mais par pipeline. Vous voyez, toujours aux États-Unis, avec les Américains, à un moment donné, ne jamais prendre les choses en argent comptant, toujours se prendre une mesure, prendre du temps, regarder les choses dans le détail pour savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts quelque part. C'est ça, chez les Américains, il faut savoir que ça, c'est une des premières choses qu'il faut bien comprendre chez les Américains. Les Américains ne font jamais, il y en a, mais les Américains ne font jamais les choses par bonté d'âme. Ils le font parce que ça leur porte un intérêt. Je dirais, même ceux qui travaillent en bénévole dans des organismes de charité, etc. En général, là, il n'y a pas un aspect financier, mais il y a plutôt un aspect moral. C'est-à-dire qu'ils s'achètent une vertu, on va dire. C'est comme ce qu'on dit très souvent ici aux États-Unis, c'est tous ces Américains religieux qui vont à la messe le dimanche. En fait, ils vont à la messe pour s'acheter une vertu, s'acheter d'être absous de leur péché de la semaine, comme ça la semaine suivante ils peuvent continuer à pécher. Vous voyez, c'est tout à fait ça, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que c'est un comportement très adolescent finalement. C'est pour ça qu'on dit finalement que c'est ce qui est dommage pour ce pays qui a beaucoup de potentiel, que malheureusement il est géré par des grands adolescents, des grands enfants finalement. Et on le remarque en politique, quand on voit les politiciens, les discours qu'ils tiennent, leur comportement, leur stratégie, etc. Il y a un moment donné, vous avez envie de leur dire mais non, stop, arrêtez. Est-ce que vous vous rendez compte, vous prenez vraiment les gens pour des cons, vous les prenez vraiment pour des gamins. Et c'est ce que moi j'ai reproché à un certain nombre de discours chez les démocrates, c'est que c'était des discours très infantilisants, très clairement infantilisants. C'est aller chercher l'émotionnel pour dire surtout l'essentiel, c'est voter pour Biden, même si c'est
pas voter Biden, c'est voter contre Trump. Il faut absolument que Trump, etc. À tel point que même Michelle Obama a péché en mettant sur le dos de Donald Trump la responsabilité de la séparation des enfants des immigrants illégaux, plus particulièrement mexicains, puisque c'est à la frontière. Je sais pas, vous avez entendu parler de cette affaire monstrueuse, on sépare les enfants de leurs parents parce que ce sont des illégaux, etc. Oui, sauf que le problème, c'est que la directive qui autorise ça, c'est l'administration Obama qui l'a mis en place. C'est pas Donald Trump. Alors évidemment, il y en a certains qui disent oui, mais Donald Trump devrait ne pas la respecter, devrait même l'abroger, etc. Or, il ne fait rien, donc c'est de sa faute. Voilà. C'en est là, aujourd'hui, à ce point-là. C'est d'ailleurs à peu près la même chose, et ça, je reviens sans absoudre Emmanuel Macron, mais finalement, on reproche souvent des choses à Emmanuel Macron, alors qu'en réalité, ce sont des lois qui ont été votées sous le régime de François Hollande. C'est parce que vous savez, il y a toujours un décalage entre le vote d'une loi par le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, deuxième lecture, voté, journal officiel, et le problème c'est qu'une fois que la loi est au journal officiel, c'est là que la loi rentre en vigueur, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être applicable immédiatement, parce que si cette loi nécessite des implantations, des installations, des budgets, des logistiques spéciales, des cadres juridiques développés et adaptés suivant les structures, etc., ben des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps. D'ailleurs, il y a certaines lois il y a certains ajouts, on va dire, qui mettent un délai de mise en application de la loi à partir du moment où elle est affichée au journal officiel. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines lois qui sont tombées, ou certaines augmentations, par exemple, etc., qui sont imputées à Emmanuel Macron, alors qu'en réalité, ce n'est pas des augmentations qui étaient prévues par Emmanuel Macron, mais qui ont été votées par le gouvernement sous François Hollande. Tout ce qui concerne les nouvelles taxes, certaines adaptations de budget, etc. Mais bon, aujourd'hui, ça va faire maintenant, ça fait combien d'années maintenant? 3 ans, oui, 3 ans que bientôt Emmanuel Macron, mais plus de 3 ans maintenant, 3 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir. Donc maintenant, en effet, les lois qui sont votées sous Emmanuel Macron sont des lois qui s'appliquent aujourd'hui dans la réglementation et dans la législation française. Donc voilà, la situation, si vous voulez, c'est qu'elle est complètement scabreuse. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt dans ce sens où c'est pas sérieux. Mais le problème, c'est que malheureusement aux États-Unis, eh bien, le pays fonctionne comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère que le peuple est crétin et idiot, à partir du moment où on joue sur sa sensibilisation, sur son hypersensibilisation émotionnelle, eh bien, on réussit à manipuler finalement les gens. Mais ceci dit, ça fait partie de la stratégie. Je veux dire, les Américains, depuis ces 50 ou 60 dernières années, ont été forgés à ça, c'est-à-dire à cette hypersensibilisation pour justement pouvoir jouer avec leurs émotions, pouvoir jouer avec leurs sentiments, leur perception des choses, pour finalement leur couvrir les yeux sur d'autres réalités, des réalités qui peuvent aussi expliquer la situation, une situation où tout d'un coup on se rend compte que les politiciens sont soit impuissants, ou même, il faut savoir une chose, c'est quand même qu'aujourd'hui Donald Trump a au moins eu cet avantage, c'est d'ouvrir la fenêtre du regard des Américains sur ce qu'on appelle l'état profond. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains avant qui ne savaient pas ce que c'était que l'état profond. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet quand même assez intéressant à explorer et à exploiter dans ce sens. Il y en a même un une fois qui m'a posé la question, mais l'état profond, c'est qui, etc. Je lui ai dit, mais c'est pas une question de qui, l'état profond, c'est une structure. C'est une structure dans laquelle on place des gens qui obéissent en fait à des ordres reçus par une sorte de hiérarchie pyramidale, on va dire, pour aller dans un sens plutôt que dans un autre. C'est-à-dire d'avoir de l'influence sur les administrations, aussi bien les administrations présidentielles que les administrations fédérales, voire même user ou utiliser les administrations fédérales dans l'intérêt ou dans les intérêts de certaines personnes physiques ou personnes civiles ou personnes, comment on appelle ça le terme pour les sociétés, enfin bref, je ne sais plus le terme en français, pour défendre en effet, faire du protectionnisme économique, etc.
dont d'ailleurs des gens comme Bill Gates, de temps en temps, qui s'est fait un petit peu taper sur les doigts par certaines administrations, mais qui, par ses relations, a toujours réussi à s'en sortir. Et ça sera le cas de toute façon pour les GAFA, même si les GAFA demain décident de commencer à aller dans des domaines qui vont à l'encontre des libertés et des droits des citoyens américains. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'État profond, il est là pour régler la situation, pour essayer d'arrondir les angles et faire en sorte que ça passe comme une lettre à la poste. Autre chose que je voulais aussi vous informer sur les États-Unis, vous avez peut-être entendu parler de ce problème des postes. Vous savez, il y a eu récemment, il y a quelques jours, je vous avais parlé dans une autre vidéo d'une expérience qui avait été faite par une chaîne de télévision qui espérait pouvoir démontrer le contraire de ce que Trump disait, et en réalité le reportage a été complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a bien démontré qu'il y avait un gros souci. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous pouvez voter par correspondance. Par correspondance, vous avez un pli spécifique qui montre bien qu'il s'agit d'un pli important, c'est-à-dire un pli électoral. Alors contrairement en France où on essaie de faire des trucs anonymes pour éviter, aux États-Unis, non, c'est plutôt l'inverse. Aux États-Unis, vous avez des documents qui sont précis, qui sont spécifiques, donc on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce que c'est. Mais vous avez des lois derrière, parce que si vous ne faites pas le boulot pour lequel vous êtes payé et pour lequel vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce pli, eh bien vous finissez en tôle. Voilà, ça résume bien la situation. Donc les gens ont tout intérêt à faire suivre le protocole de ce type de pli. Et donc ils avaient fait l'expérience, ils avaient, je crois, envoyé 4 plis, ou une dizaine de plis, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 10 plis, ouais, 10 plis pour un vote. Alors, évidemment, les postiers, l'administration des postes, etc., voient ça. Ils ne se posent pas la question de savoir c'est pour quelle élection, etc. Eux, c'est un pli, c'est un vote électoral par correspondance, donc ils doivent faire suivre la procédure normale pour ce genre de pli important. Hein, même limite, c'est un pli prioritaire. Sauf que quand ils ont voulu récupérer les plis là où ils les avaient envoyés, il se trouve que les plis ont disparu, les 10, disparu dans la nature. Personne ne les a retrouvés. Donc d'où cette polémique que Donald Trump s'est frotté les mains en disant, vous voyez, il y a bien un risque aujourd'hui avec le vote par correspondance, puisque en effet, pour éviter de pousser les gens à aller dans des bureaux de vote et prendre le risque d'être contaminés par le Covid, on a milité pour le vote par correspondance. Mais Donald Trump disait, oui, le problème du vote par correspondance, c'est que c'est un vote qui malheureusement peut être sujet à de la fraude. Et bien finalement, il n'avait pas tort, le monsieur, c'est que le vote par correspondance aujourd'hui n'assure pas véritablement la garantie que les votes par correspondance ne puissent pas être sujets à des fraudes. Alors vous allez me dire, mais par correspondance, ça reste quand même anonyme, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais si, parce qu'on sait d'où vient le courrier. Et suivant d'où vient le courrier, on sait si c'est un comté ou une ville ou un État qui est plutôt progressiste, qui est plutôt conservateur. Si par exemple prenez une petite ville, une petite bourgade au plein milieu du Texas, qui est une bourgade réputée conservatrice, ultra conservatrice, si un postier voit ça, voit la lettre, que ça vient de là, mais que le postier c'est un progressiste, qui est un anti-Trump convaincu, etc., poubelle. Voilà, il est là le fond du problème, si vous voulez. Et inversement, faire du bourrage d'urne, mais du bourrage d'urne indirectement, c'est-à-dire envoyer des courriers falsifiés pour augmenter le chiffre du nombre de votes pour tel ou tel candidat. Donc même si c'est un outil qui peut être utile pour des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui n'ont pas les moyens de faire du vote par procuration, ça restait quand même un outil assez intelligent. Sauf que, comme on veut essayer de le généraliser peut-être pour empêcher ou éviter que des gens se déplacent dans les bureaux de vote, là par contre ça devient un problème, parce qu'en matière de proportion, c'est des proportions qui peuvent être sujets à des fraudes. Donc, le problème qui s'est posé, c'est qu'évidemment, au niveau des postes, les postes ont été mis un petit peu en porte-à-faux. Et il s'est trouvé que budgétairement, il y a eu à un moment donné une volonté de ne pas faire de rallonge budgétaire ou de compléter un budget, etc. Donc les postes, certaines ont fait un petit peu la grève, c'est-à-dire de couper les vivres, etc. Eh bien, il se trouve que le Parlement, par l'intermédiaire d'une proposition démocrate, eh bien, tout simplement, ont alloué un budget
exceptionnelle à la Poste pour justement pouvoir permettre à la Poste de pouvoir faire le boulot qu'elle est censée faire, mais dont on n'a pas la garantie qu'elle va le faire correctement, suivant le type de personnes sous qui les mains passeront ces types de plis importants, ces plis électoraux dans les services des postes. Donc ça promet quelque chose d'assez dantesque, on va dire. Sinon, pour ce qui concerne les États-Unis, je pense que c'est à peu près tout que je pouvais vous dire. Donc je vous rappelle, là on va peut-être revoir un nouveau relan des BLM. On a de plus en plus une fracture dans la société américaine qui peut être très dangereuse à terme, parce que si même à la limite, je dirais que ce soit Biden ou Trump qui soit élu, je pense que l'année 2021 va peut-être être une continuité d'une fracture au sein de la société américaine importante, sauf s'il arrive un drame, mais alors national, allez savoir lequel. Vous savez, genre un 11 septembre, vous voyez, ça pourrait éventuellement refocaliser, recentrer la nation derrière des va-t-en-guerre. Bon, par contre, la cible, je ne sais pas qui pourrait être ciblé. L'Iran peut-être, quoique l'Iran, je pense qu'aujourd'hui les Américains, il y en a beaucoup qui ont quand même pris la leçon des événements du 11 septembre et ont bien compris qu'il y avait quand même anguille sous roche sur la question. Donc refaire le même truc, et accuser l'Iran, par exemple, je ne suis pas sûr que ça fonctionne véritablement, surtout dans le contexte économique actuel. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'armée américaine commence à avoir pas mal de soucis matériels, même si l'armée américaine reste une armée puissante par des outils technologiques. En matière de stratégie, en matière de logistique, en matière de guerre conventionnelle, là on se rend compte qu'il y a des gros soucis, il y a des soucis de compétences, il y a des soucis techniques, il y a des soucis matériels qui commencent à interroger sur véritablement est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent se prétendre être encore une grande armée en dehors de ces maîtrises technologiques pour pouvoir faire des guerres à distance, on va dire, puisque c'est un peu la politique qui a été lancée à partir de Desert Storm en 92, où là, en effet, pas mal d'états-majors américains se sont rendus compte que même si on a des gros chars, même si on a de la grosse logistique, même si on est capable de faire du steak BBQ dans les camps, malheureusement au niveau des hommes, on est confronté à des gros soucis, des soucis psychologiques et des soucis de comportement, des conséquences psychiatriques non négligeables. Et d'ailleurs, il suffit de voir aujourd'hui les vétérans de différentes guerres, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan ou la Somalie, ou toutes ces guerres où on a envoyé des Américains. Je peux vous garantir qu'il y en a pas mal qui sont parvenus totalement intacts, en dehors de ceux qui sont revenus un petit peu estropiés. Mais psychologiquement, il y en a certains qui, enfin moi, les quelques-uns que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, il n'y en a pas un qui est fier d'avoir été servir la liberté et la démocratie dans ces pays-là. Au contraire, ils ont compris qu'on s'est foutu un petit peu de leur gueule, qu'on les a envoyés comme de la chair à canon dans des endroits pour servir des intérêts, non pas de liberté et de démocratie, mais bien des intérêts privés. Des histoires de pognon, des histoires de monopole, des histoires de conquête, de marché et de mainmise sur des ressources énergétiques, voire même essayer par des procédés de redessiner, on va dire, la géopolitique de certains nombres de pays, ce qui est un échec. Et d'ailleurs, c'est toujours un échec puisque la Syrie aujourd'hui n'est pas encore pacifiée. La Libye aujourd'hui, ils essaient de calmer un petit peu le jeu parce qu'ils se rendent compte qu'à force de taper dessus depuis des années, ça ne fait rien avancer. Puis qu'il va y avoir un moment donné où, parce que là il y a quand même les Turcs qui sont en Libye, que les alliances ça ne suffit plus pour résoudre le problème et qu'il va y avoir un moment donné, le pays, il n'y aura plus personne pour y vivre parce que tout le monde se sera barré à l'étranger et que le pays sera mort finalement. Ce qui est arrivé aussi un petit peu avec la Syrie. Mais ceci dit, quand on discute avec certains vétérans, même si ils font quand même
allure de façade je dirais dans des cérémonies officielles, ils n'en sont pas moins très aigris vis-à-vis des politiciens, vis-à-vis des administrations, même s'ils sont encore très fiers de leur pays, même si encore ils sont très patriotes, mais patriotes dans un sens plutôt il y a un moment donné où il faut mettre le point sur la table et peut-être faire le ménage dans les institutions parce qu'ils ont conscience que l'Amérique n'est plus ce qu'elle devrait être et ils sont parfaitement conscients qu'aujourd'hui l'image même du rêve américain en a pris un sérieux coup et que il y en a même certains d'ailleurs qui admirent les Français parfois d'être un petit peu rognons, d'être un petit peu contestataires, réfractaires, etc. parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est ce qui leur manque ici aux États-Unis. En dehors des mouvements BLM où c'est un grand n'importe quoi, mais des vraies manifestations, des vraies contestations contre ceux qui sont responsables aujourd'hui de la situation économique et sociale du pays, il y en a très peu. Je dirais même que ça provoque l'inverse, puisque ça fait monter encore plus les radicalités, on va dire, puisqu'il y a je crois il y a une semaine ou deux, s'est formé un nouveau parti aux États-Unis, je crois que ça s'appelle le Parti Justice, Nation Justice Party ou quelque chose comme ça. En fait, en gros, c'est un parti nationaliste avec des tendances nazies. Donc, quand on en arrive à voir ce genre de parti se créer, alors, attention, faisons la différence entre des mouvements ou des communautés d'extrême droite, néo-nazis, etc., et un parti politique. Là, il s'agit bien d'un parti politique, qu'on soit bien clair. Donc là, il y a vraiment question à se poser sur la situation ici aux États-Unis. Que pourrais-je vous dire d'autre sur l'actualité ? Bon, je ne vais pas revenir sur les racailles en France, parce que de toute façon, tant que le gouvernement, tant que les autorités, tant que les idéologies politiques continueront à jouer leur clientélisme pour provoquer la division et la distorsion même de l'unité de la société française, de toute façon, je pense que ça va continuer à empirer de façon assez importante. À tel point que je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu entendre des échos de la part de certains qui sont d'origine maghrébine, qui sont français, qui ne veulent plus rester en France, qui veulent partir de France. C'est-à-dire qu'ils veulent partir, plus particulièrement dans les pays anglo-saxons. Il y en a beaucoup qui veulent partir au Québec, mais beaucoup veulent venir ici aux États-Unis, partir en Australie, etc. parce qu'ils sont conscients que ce qui est en train de se produire, de toute façon, tôt ou tard, ils vont en payer le prix. Ils vont en payer le prix parce qu'ils ont un prénom et un nom de famille qui est très clairement d'origine maghrébine ou noire africaine, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont résignés. Ils sont résignés de cette situation parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, il n'y a pas de volonté de l'autorité d'extirper l'idée ethnique, l'idée raciale du problème pour s'attaquer à la véritable délinquance en tout et pour tout, c'est-à-dire sans différenciation, je dirais, ethnique, sans différenciation d'origine ou de nationalité. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Le seul problème, c'est qu'on a récolté 40 ans de racialisation à cause des socialistes. J'ai encore même entendu récemment ça m'a fait beaucoup rire parce que finalement je me suis dit il y a quand même des gens qui sont encore lucides et ça fait très plaisir. C'était un reportage sur le 9-3, sur l'historique du 9-3, sur l'évolution justement d'après-guerre, les années 50, 60 et puis l'arrivée justement de toute cette architecture à bas coût qu'on appelle les HLM et dans laquelle évidemment on a fait des ghettos. Et il y a une personne justement qui disait mais de toute façon pour moi ceux qui sont responsables c'est dès les années 80 SOS Racisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où SOS Racisme a commencé à imposer, soi-disant pour lutter contre le racisme, la communautarisation, la racialisation des problèmes de société, de délinquance, etc., c'était fini. Et aujourd'hui, on en a le résultat. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter des problèmes de délinquance et des problèmes de criminalité sans fatalement il y ait une racialisation du problème. Et évidemment, ça sert les intérêts des extrêmes droites.
même si, en effet, aujourd'hui le constat est là que ce sont comme ici aux États-Unis avec les Afro-Américains, mais avec des différences notoires, la criminalité, elle est intrinsèque à la situation sociale, à la condition sociale, à l'éducation. L'éducation me semble quelque chose de très important, mais ça là-dessus, voilà, on efface. Hein, on ne fait que garder le discours, oui, me comprenez, on a ghettoisé, on a communautarisé, donc c'est normal qu'aujourd'hui ces jeunes ne savent pas quoi faire, ils savent... Non, la désociabilisation, elle n'est pas due à la ghettoisation. Je veux dire, il y a des gens qui ont vécu dans des ghettos, qui ont vécu dans des communautés, qui réussissent, qui s'en sortent. Et au contraire, qui s'approprient même, je dirais, la culture française, qui s'approprient la société française dans sa laïcité, dans sa démocratie, avec beaucoup de difficultés, mais qui arrivent à s'en sortir, hein, qui aujourd'hui ont même des métiers très notables. Je veux dire, qui arrivent à accéder à des métiers d'avocat, de médecin, de spécialiste, d'analyste, de financier, etc. Donc c'est la preuve que ce discours qui consiste de parler de la discrimination, non, il n'y a pas de discrimination. La discrimination, elle vient, un, du problème de l'éducation, deux, de la situation et de la condition sociale, familiale, et de trois, de la volonté même de l'individu, à un moment donné, de se battre. Alors bien évidemment, suivant d'où vous venez, c'est plus dur pour certaines personnes que d'autres, mais si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas l'ambition, si vous n'avez pas la volonté, si vous n'avez pas le courage, eh ben vous choisissez la facilité. Et la facilité, c'est la délinquance, c'est les commerces parallèles, c'est le deal, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est le recel, etc. C'est de l'argent facile. Mais malheureusement, c'est un secteur où à un moment donné, il y a trop de monde. Et s'il y a trop de monde, et ben, au bout d'un moment, ça coince. Vous savez, la notion d'offre et de la demande dans la criminalité, c'est exactement la même chose que dans le business. C'est qu'il arrive un moment, si vous n'avez plus la possibilité de développer votre activité criminelle, on va dire, parce que vous avez des grosses structures, vous avez des réseaux, vous avez des dominances, vous avez des hégémonies, vous avez des réseaux, ben, il y a un moment donné, soit vous déplacez, soit vous allez ailleurs, ou alors vous essayez de piquer du terrain, vous essayez de piquer de marché la concurrence. Et ça, malheureusement, ça provoque parfois des règlements de compte, et souvent des règlements de compte avec des armes qui, soi-disant, n'existent pas. Hein, il y a une vidéo d'ailleurs qui circule actuellement, je crois, dans un coin de Marseille, où vous avez un dealer qui maintenant fait son commerce à ciel ouvert, mais protégé par 2-3 mecs qui ont carrément la Kalachnikov. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut s'interroger. Hein, alors, par chance, pour l'instant, la racaille n'a pas sorti l'artillerie, parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, l'artillerie, elle est entre les mains des chefs de réseau, enfin des structures de réseau criminels, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas filer un flingue à un petit connard, un petit voyou qui va s'en servir au bout de 20 minutes et qui va faire des conneries avec, et qui risque en effet de provoquer une escalade, on va dire, dans la situation et compromettre le business. Donc voilà, la conséquence d'un match, un match de foot final PSG Bayern de Munich, de toute façon on savait que, quel que soit le résultat, il y en a qui vont sortir dans la rue, que le PSG gagne ou perd. Bon, après ça peut varier la fréquence, mais de toute façon il y aura forcément des individus qui seront là pour foutre le bordel dans la rue, etc. Donc ça, encore une fois, il y en a eu, on en a eu encore une, et il y en aura encore, tant qu'on n'aura pas, à un moment donné, mis le point sur la table. Et c'est pas ces ministres incompétents, complaisants, qui sont plus des guignols qu'autre chose, qui vont faire le taf. Surtout avec un garde des Sceaux là, Moretti, je pense que Moretti, il est ailleurs, là, il est dans son monde, il est dans sa sphère, là, il est parti pour construire sa tour de Babel. Enfin, il est mal barré de toute façon, lui. Hein, je pense que aller complètement à l'inverse des priorités. Non, il s'intéresse à des trucs très secondaires, en fait, qui l'intéressent lui, hein, mais... Enfin, voilà, Alors pareil, je répète encore, tout ça n'est pas anodin, tout ça n'est pas un hasard, tout ça n'est pas une erreur, ça c'est calculé. C'est-à-dire que c'est voulu, c'est décidé pour essayer justement de décrédibiliser l'État. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les Français n'ont plus confiance,
n'ont plus aucune crédibilité envers les gens qu'on nomme dans un gouvernement. Et si un peuple n'a plus confiance en son gouvernement ni en son président, eh bien derrière vous avez des gens qui vont arriver, mais que cela ne tienne, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre qui sera évidemment un asservissement idéologique, un asservissement des libertés. Mais voilà, après le procédé, il y a différents procédés. Moi je vous dis en France, le procédé c'est provoquer la discorde, provoquer la haine, provoquer la violence, la brutalité, la barbarie, pour pousser à un moment donné la confrontation civilisationnelle au sein de la société française, tout comme aux États-Unis, et bien aujourd'hui exacerber les sentiments, exacerber les émotions dans ce problème de Trump, dans ce problème de présidence, dans ce problème de démocrate, de progressisme, de racisme, de violence policière, etc. Et tout ça est évidemment, on met de l'huile sur le feu pour alimenter, pour un moment pousser les gens à se confronter, à s'affronter. Je dirais peut-être oui, en effet, provoquer une nouvelle guerre civile, allez savoir. Alors si les outils sont différents, l'objectif est le même, qu'on soit bien clair. À ceci près, c'est qu'aux États-Unis, vous avez quand même des gens qui sont parfaitement conscients chez les conservateurs de ce que les mondialistes démocrates veulent faire de la nation américaine. En France, malheureusement, il n'y a pas de contrepoids. Il y a des contrepoids, mais qui sont très minoritaires, qui sont insignifiants, qui ne sont pas rassemblés, qui sont dispersés. Et du coup, le gouvernement, le président de la République, et ainsi que tous les autres partis, les syndicats, etc., de toute façon, sont dans la collusion du système. Tous ceux qui, à un moment donné, en France, peuvent éventuellement ressortir du lot, commencer à être motivateurs, être leader d'un mouvement qui pourrait éventuellement remettre en question tout ce... En général, le mec, il n'a pas le temps, il est mis en tôle. On a vu ce qui se passait avec certains dissidents, alors après... Politiquement, idéologiquement, on peut en débattre, on peut aimer, pas aimer, etc., suivant les arguments, etc. Mais par exemple, Soral, ça a été le problème. C'est qu'il y a eu une décision à un moment donné de quelqu'un de le foutre à l'ombre parce qu'il commençait à dire des choses qui dérangeaient considérablement, sous le prétexte de son antisémitisme. Sauf que la juge qui devait statuer pour savoir si oui ou non il devait rester en tôle, elle, apparemment a bien considéré la situation qu'on était dans un procès politique et non pas un procès de liberté d'expression dans le cadre de la presse et des médias, puisque c'est ce qui lui est reproché, c'est-à-dire qu'on lui a mis sur le dos en fait une plainte de... même la dernière fois, je ne me souviens plus du terme, d'atteinte à la sûreté de l'État, donc atteinte à la sûreté de l'État dans le cadre médiatique et de presse et de liberté d'expression, sauf que la juge s'est dit, ouais, non, là, ça va aller trop loin, et si je le fous en tôle, ça va en faire un martyr, et ça risque d'empirer la situation. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont relâché. Bon, il va devoir passer devant le tribunal, etc. Mais Alain Soral a été relâché. Donc ça prouve quand même que dans la justice, il y a quand même des juges, etc., qui, eux, comprennent bien l'ampleur du désastre et ne veulent pas se mouiller dans ce genre de choses. Et d'ailleurs, je crois qu'Alain Soral et son avocat n'ont toujours pas su qui a signé, enfin ils savent que c'est le parquet, je crois, qui a signé l'ordre, mais qui a eu la motivation, qui a eu décidé à un moment donné d'estimer que Alain Soral devenait un individu menaçant la sûreté de l'État. Sur un propos, sur une idée, etc. Alors si aujourd'hui un propos, une idée est peut-être considérée comme étant une menace à la sûreté de l'État, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même si vous détestez Soral, même si vous trouvez que c'est un enfoiré, un antisémite de première terre, il y a un moment donné, il faut se poser la question sur la liberté d'expression. Savoir la liberté d'expression, est-ce qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut dans le cadre de la loi, puisque la loi est quand même elle est suprême, la loi, sur ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Donc à partir du moment où vous restez dans le cadre de la loi, le problème, c'est après comment on interprète la loi. C'est quel propos rentre dans le cadre d'une loi, quel propos peut être considéré comme étant affiliable ou considéré en tant que tel par rapport à une loi. C'est là le problème. Et c'est encore plus vrai quand le problème se pose juridiquement, quand vous avez des gens qui
portent plainte, qui ont acquis de cause, mais parce qu'ils font partie du camp du bien, et que pour la même problème, voire même pire, quand c'est le camp du mal qui fait valoir son droit auprès de la justice, en général, ils sont déboutés. Voilà, donc encore une fois, on se pose la question. Cette question sur le système juridique français, je rappelle, beaucoup de gens s'amusent beaucoup à rappeler que Éric Zemmour a été condamné 2 fois, sauf qu'ils oublient toujours de dire qu'il a été condamné 2 fois sur 5 procès, je crois, sur 5 plaintes ou 7 plaintes. Donc ça veut dire que sur 5 ou 7 plaintes condamnées 2 fois, bah, les autres, elles ont été déboutées. Donc il y a un moment donné, c'est bien gentil de montrer les choses telles qu'on veut bien les montrer, mais il faut avoir aussi l'honnêteté de remettre les choses dans leur contexte, suivant la situation et suivant la teneur. Parce qu'il y a quand même un sacré paquet de gens qui ont fait bien pire que des propos tels que Zemmour au Soral, que ce soit sur le plan de fraude fiscale, que ce soit sur le plan de détournement de fonds, de détournement de biens publics, voire même de mensonges devant la nation, et qui finalement ont 3 fois rien. Je rappelle que Cahuzac, quand même, il est libre, et aujourd'hui il est médecin, je ne sais plus dans quel endroit. Par contre, le mec qui a filé une patate sur le bouclier d'un CRS, lui, il est toujours en tôle. À un moment donné, quand les gens voient ça, je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et bien se dire que les gens se rendent compte que ça tourne plus rond. Que là, on est en train de voir s'installer, alors, le bien grand mot qui est dictature, mais ceci dit, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin dans les bases, on n'en est pas loin sur les piliers, qui pourraient aboutir éventuellement à tout d'un coup voir des lois liberticides, des lois dictatoriales, totalitaires, toujours sous couvert de sauver la démocratie, de sauver les libertés, de protéger la démocratie, de protéger la République. Sauf que sous le prétexte de vouloir protéger la République, c'est exactement ce qu'un grand nombre de dictateurs font. C'est ce que fera Loukachenko en Biélorussie, c'est que si les manifestations deviennent trop importantes, eh bien il prétextera de sauver la démocratie de Biélorussie en prenant des directives telles que des couvre-feux, telles que des lois martiales, etc. C'est pas des outils exclusifs à des gens réputés d'être des dictateurs, c'est aussi des outils aujourd'hui qui sont utilisés pour maintenir et mettre au pas les peuples pour pouvoir avoir les mains libres ensuite de faire ce qu'on veut. Je vais terminer cette vidéo aussi avec cette information, peut-être que vous avez vu, sur Andrei Navalny, qui est ce fameux opposant russe qui en réalité n'a pas été un choix judicieux, on va dire, pour porter sur ses épaules une opposition cohérente, politique, idéologique contre Vladimir Poutine. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Navalny, c'est un opposant, plus particulièrement opposant à Poutine, qui a pourtant été invité à Harvard pour être briefé, pour être formé par des Occidentaux. Mais évidemment, dans ces mouvements, il a été souvent interpellé, il a été arrêté, il a fait de la prison, évidemment sur des prétextes de troubles à l'ordre public, menaces à l'autorité de l'État, etc. Mais évidemment, c'est le genre d'individu qui a le profil, je dis bien le profil d'apparat d'un opposant contre Poutine que, évidemment, nous autres occidentaux, nous devons protéger, nous devons soutenir dans cette lutte contre le dictateur Vladimir Poutine. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, ils n'ont pas choisi le bon cheval, parce que c'est quand même un type qui a commencé une carrière idéologique dans les partis nationalistes. Donc là, ça pose quand même un petit problème. Et vu que ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'ils essaient de le soutenir, de le pousser, etc., mais que, on essaie de nous faire croire qu'il a le soutien. Alors, il y a eu des manifestations qui ont été organisées à Moscou, où en effet, il y avait eu des milliers et des milliers de personnes. Sauf que le problème, c'est que ces milliers de personnes, comparativement à la population, ça ne bougeait finalement qu'à Moscou, mais dans les autres villes, dans d'autres endroits, ça ne becte pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que ça rameute en fait des supporters, ça rameute
essentiellement évidemment des gens progressistes qui n'aiment pas Poutine, même si beaucoup de gens d'ailleurs ne se rendent pas compte que si Poutine n'avait pas été là aujourd'hui, la Russie n'existerait plus, que certainement c'est un pays qui serait déjà démantelé. Donc ce monsieur Navalny, eh bien, il a été soi-disant empoisonné. Alors il a été empoisonné à l'aéroport, il a été hospitalisé, les médecins, je crois qu'il a été emmené à Moscou, les médecins ont dit qu'apparemment il avait été contaminé par une substance chimique, etc., mais qui ne déterminait pas qu'il s'agissait éventuellement d'un acte d'empoisonnement. Et là, aujourd'hui, il est en Allemagne, il est l'invité de Angela Merkel, donc ce qui lui permet d'avoir un statut, on va pas dire d'asile politique, mais presque, pour être soigné dans un hôpital, alors je ne sais plus où est-ce qu'il a été, emmené dans quel hôpital, c'est pas Berlin, mais je ne sais plus exactement où. Donc voilà, et là évidemment, toute la presse, les idéologues commencent à dire oui, rendez-vous compte, encore un qui se fait empoisonner par Poutine, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de presse, beaucoup de médias qui vont tout simplement essayer de vous convaincre que c'est Poutine qui l'a empoisonné. Sauf qu'il y a quand même une question qui se pose, c'est que Poutine a besoin de Navalny. Navalny, c'est un opposant qu'il maîtrise, c'est un opposant qu'il contrôle, donc il a tout intérêt à garder Navalny en vie. Il a tout intérêt à le garder le plus longtemps possible comme étant l'image d'opposition à son régime, alors que à la limite, Poutine n'en a rien à foutre, puisqu'il a quand même un soutien, un pourcentage de soutien de la population russe non négligeable, donc pour l'instant, il n'est pas franchement menacé. Et d'ailleurs, il a même réussi à faire modifier la Constitution pour pouvoir continuer à régner en Russie jusqu'en, je crois, 2034, ou quelque chose comme ça, 2024, ou je crois 2024, ou au-delà, peut-être, je ne sais plus exactement. Donc Poutine n'a absolument aucun intérêt à éliminer Navalny. Qu'on soit bien clair. Alors il y en a qui vont me dire ah oui mais bon Poutine c'est un con, il est capable de, faut pas le surestimer comme ça. Excusez-moi, Poutine c'est quand même un mec qui vient du KGB. Et connaissant un petit peu l'histoire du KGB, c'est pas des abrutis qu'ils embauchaient là-dedans, et c'est encore moins des abrutis qu'ils formaient. Parce que je rappelle quand même que Poutine a été formé dans la grande maison du KGB. Donc c'est quand même quelqu'un d'intelligent, qui est un fin stratège, donc de là à vouloir prendre pour un con ou un débile ou un simplet à l'image de Donald Trump, c'est déjà faire preuve d'une inculture absolue. Donc à partir du moment où on comprend comment fonctionne Vladimir Poutine, on comprend qu'en effet il n'a pas d'intérêt à éliminer Navalny. Donc pourquoi Navalny aurait-il été empoisonné ? Bien, moi, je vais vous donner ma version. Je pense que les Occidentaux qui soutiennent Navalny se sont rendus compte qu'ils ne tireraient rien de Navalny, que Navalny, de toute façon, il est grillé par son passé, grillé par ses idéologies, grillé par certaines idées qu'il émet pas forcément en public, mais dont on sait qu'il a maintenu certains principes de par ses origines politiques. Donc je pense qu'ils essaient d'en faire un martyr. Donc il est possible, je dis bien il est possible, que si Navalny a été empoisonné, il l'aura été certainement, peut-être, pas certainement, par les Occidentaux, pour en faire un martyr, tout simplement. Pour instrumentaliser potentiellement son empoisonnement, voire sa mort, contre Vladimir Poutine, et convaincre vous, que Navalny a été tué par Poutine, comme ça a été... C'est des pratiques qui ont été faites. Je me souviens qu'il y a eu, par exemple, un ancien président ukrainien qui avait été victime d'un empoisonnement. Alors je me souviens plus, c'était pas cyanure, mais je ne sais plus. Non, c'était un réactif radioactif, je crois. Genre, je me souviens plus enfin du radium, voilà, radium C130 ou un truc comme ça, ou enfin petite dose, enfin il avait été contaminé comme ça, heureusement bon il s'en est sorti, mais ça avait quand même fait polémique à l'époque. Mais bon, dans le cas de Navalny,
moi je suis convaincu que ce n'est absolument pas du fait de Vladimir Poutine, que je pense que c'est plutôt les soutiens de Navalny qui se sont rendus compte qu'ils ne tireraient pas avantage de ce personnage, du fait qu'il est grillé, du fait qu'ils ont je dirais, ils ont atteint le maximum de potentiel en tant qu'opposants. Ils ont essayé d'en faire un dissident, mais ça n'a pas l'air de faire réagir plus que ça en Russie. Donc il faut changer son fusil d'épaule, et je pense que là, ils essayent d'en faire un martyr. Donc voilà pour ce qui concerne Navalny. Je vais juste terminer aussi pour vous donner un petit peu des nouvelles d'Assange. Il faut savoir que Assange est passé devant un tribunal où là aussi ça s'est pas très bien passé. Il y a eu des interruptions, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas plus de la suite des événements concernant Assange, si ce n'est qu'évidemment Donald Trump a suggéré l'idée de faire un pardon. Alors c'est Snowden, pardon, par rapport à Edward Snowden. Ce que, évidemment, un certain nombre de gens dans son administration ont tout de suite contrecarré, parce que vouloir exempter Edward Snowden de ce qu'il a fait, c'est très clairement, institutionnellement et constitutionnellement, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il a commis des actes délictueux vis-à-vis de la sécurité nationale, de la sécurité d'État, et ça, malheureusement, même si c'était pour la bonne cause, même si c'était pour alerter l'opinion de certaines choses non négligeables, à savoir sur des malversations, des manipulations au sein des institutions et de l'administration américaine, il n'en reste pas moins que l'acte est répréhensible aux yeux de la justice. Donc, pardon à Snowden, c'est hors de question. Et concernant Assange, on attend de savoir comment va être statué son cas. Est-ce qu'il va être extradé vers les États-Unis? Pour l'instant, on ne sait pas. On se doutera juste rappeler à M. Moretti qu'il s'enorgueillait de vouloir défendre Assange, et limite de demander à ce qu'il soit accueilli en tant que réfugié politique en France. Sauf que M. Moretti déjà n'a pas compris que la France est à la botte de l'État profond américain. Donc il y a peu de chances que ça se fasse, mais que quand on se dit vouloir défendre la justice et lutter contre les injustices, mais qu'aujourd'hui M. Moretti semble avoir oublié M. Assange, ça serait bien que peut-être certaines personnes le lui rappellent, histoire d'eux, pour avoir un petit peu de bonté sur la chose. Voilà, c'était un petit peu près tout ce dont je voulais vous parler pour cette vidéo. Donc un ensemble d'informations concernant l'actualité. Alors peut-être qu'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Je fais un petit tour rapidement, je pense que non. Mais de toute façon, s'il y avait quelque chose de nouveau, important et non négligeable à vous rapporter, à vous expliquer selon ce que je peux moi comprendre et vous faire partager ce point de vue. Alors après, vous pouvez avoir des points de vue différents, hein, vous avez vos idées, etc. Sauf que, comme je le dis souvent, il faut être un peu crédible, il faut argumenter, et il faut aussi savoir raison garder pour, à un moment, faire la part des choses et éviter de tomber dans des extrêmes. Qu'on soit bien clair, contrairement à ce que certains malheureusement font. C'est-à-dire que quand on est incapable à un moment donné de comprendre, mais qu'on ne veut pas simplement dire je ne sais pas, donc expliquons-nous, débattons de la chose pour que je comprenne, etc., montent sur leurs grands chevaux et commencent à vous insulter. Ça, malheureusement, il y en a un sacré paquet. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, protégez-vous, hein, surtout en France, avec les masques, hein, peut-être que je referai une petite vidéo là-dessus pour justement poser une question qui me paraît essentielle, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une augmentation de cas de Covid et avoir si peu d'hospitalisation, si peu de gens en réanimation et pratiquement pas de morts, très peu. Il y a un truc mathématique qui ne va pas, parce que sur la proportion de gens, quand on vous annonce 5000 cas, sur les 5000 cas, la probabilité qu'il y ait des gens qui peuvent tomber gravement malades par des pathologies, par des problèmes respiratoires, parce qu'ils fument, parce qu'ils ont du diabète, ou parce qu'ils ont des problèmes cardiaques, etc., normalement, ça devrait engendrer derrière une augmentation logique des hospitalisations.
hein, je veux dire en proportion. Or, la proportion d'hospitalisation ou de gens en réanimation ne correspond pas du tout. Hein, c'est-à-dire que vous avez une courbe de Covid qui monte, mais vous avez une courbe d'hospitalisation qui reste relativement faible, et un taux de mort relativement faible. Donc, il y a un moment donné, se poser la question, alors attention, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que le masque est inutile, je dis simplement, c'est posez-vous la question, savoir si aujourd'hui, le Covid-19 n'est pas affaibli, et que finalement aujourd'hui nous avons développé notre immunité, mais qu'aujourd'hui le Covid est devenu un outil pour certaines politiques, pour certains politiciens, pour certaines idéologies, parce que sachant que la rentrée va être sévère. Et donc, on met la France sous cloche, on fait des lois liberticides, interdiction de manifester, interdiction d'être plus de 10 personnes, interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes, et là, on verrouille la société française pour la rentrée et éviter les gilets jaunes, les manifestations, les contestations, etc. Posez-vous la question. Ah, je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Covid, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, mais je dis simplement, c'est qu'il y a un moment donné où les statistiques, les chiffres et la réalité de fait dans les hôpitaux incitent quand même à se poser des questions. C'est le cas aux États-Unis. Même si aux États-Unis, la deuxième vague, il y a eu quand même un certain nombre de morts. Et vous savez, la société américaine est un peu particulière. C'est une société qui possède, on va dire, presque les 2/3 de sa population qui n'est pas en très bonne santé. Donc, en plus, avec, comme je l'ai expliqué, le système de santé particulier, les gens ne vont pas se soigner, les gens ne vont pas aux urgences, les gens ne vont pas voir des médecins quand ils tombent malades, des trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, si c'est des gens qui tombent malades à cause d'un Covid et qui attendent trop longtemps, eh bien, c'est des gens qui finissent en réanimation, en assistance respiratoire et qui, malheureusement, meurent. De moi, les informations que j'ai directement, les personnes que je connais qui ont des personnes qui sont mortes sont des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui avaient des problèmes respiratoires, des personnes qui étaient des gros fumeurs, hein, qui sont décédées. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de personnes qui étaient en bonne santé, en bonne condition physique, etc., qui sont décédées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein. Il y en a. Malheureusement, vous savez, vous pouvez croire être en bonne santé, et puis en réalité, vous arrivez psychologiquement à vous convaincre d'être en bonne santé, alors qu'en réalité, vous avez une pathologie, vous avez quelque chose. Et ce quelque chose, d'un coup, va se déclencher sans que vous le sachiez. Hein, j'en ai fait cette désagréable expérience. Donc voilà, c'était juste le petit aparté concernant le Covid. Donc posez-vous la question, faites le comparatif, etc. Mais n'empêche, protégez-vous, respectez bien les règles sanitaires, lavez-vous les mains très souvent, parce que c'est souvent les mains par lesquelles se divulgue et se propage un virus. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et